Et bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de la représentation de la Commission européenne en France. Aujourd'hui, c'est un webinaire qui est organisé avec l'Association des jeunes élus de France et le réseau Europe Direct sur un format qu'on a voulu résolument pratique. Il s'inscrit dans une démarche qu'on a depuis plusieurs années, hein. L'objectif, c'est de rapprocher l'Europe du terrain et plus précisément des communes et des élus locaux. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une petite boîte à outils, puisque, on le sait, hein, les collectivités, elles sont en première ligne pour répondre à de nombreuses attentes des citoyens, qu'il s'agisse des questions écologiques, d'attractivité, les questions d'inclusion sociale ou de numérique. Et dans tous ces domaines, l'Union européenne, c'est un partenaire qui peut être stratégique, qui est parfois mal identifié, mais qui est pourtant bien présent. Donc l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, ça va être de vous aider à identifier les bons interlocuteurs pour vos projets, d'illustrer aussi de manière un petit peu concrète l'éventail des soutiens qui sont disponibles, et puis montrer bien entendu qu'un engagement européen local, c'est possible et que ça peut même être réaliste et accompagné. Pour ça, on va avoir un joli petit panel d'intervenants sur ce webinaire. On commencera alors non pas par Florent Rossi qui n'a pu se joindre suffisamment tôt à nous, mais par Alexandrie Sachet de l'Association des jeunes élus de France. On abordera ensuite la manière dont les financements européens peuvent être mobilisés avec les différents acteurs. Donc on donnera la parole à Valérie Pouget pour l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Pour les programmes sectoriels, on vous donnera un exemple avec l'agence Erasmus+ France Éducation et Formation. Ce sera Marielle Gaudin qui interviendra. Et bien entendu, on abordera aussi les réseaux locaux qui peuvent vous accompagner, vous orienter au centre de ce dispositif Europe Direct, et donc qui sera représenté par Michael Togdemir de Europe Direct Normandie-Évreux. Ce webinaire vous permettra aussi de poser vos questions. N'hésitez pas à les mettre dans le chat tout au long de la discussion. Mais vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, témoigner. On vous proposera de témoigner en fin de webinaire. Donc l'ensemble du webinaire est enregistré. On arrêtera l'enregistrement pour cette partie afin de vous permettre de partager vos bonnes pratiques de manière plus sereine. Eh bien, on va commencer et je propose dans ce cas-là de laisser la parole pour un petit point introductif à l'Association des jeunes élus de France. Alexandre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. Merci de me laisser la parole aujourd'hui. En effet, donc l'Association des jeunes élus de France, c'est une association qui regroupe donc des jeunes élus entre 18 et jusqu'à 35 ans. Elle a pour vocation principalement à rassembler les élus de différentes couleurs politiques, hein, pour les accompagner au mieux dans les différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer, les différents défis, on va dire. Et donc sur des mandats très variés également, puisqu'on a principalement des conseillers municipaux, mais également des conseillers départementaux et des maires, bien sûr. Donc, voilà, des conseillers régionaux également. Voilà. Cette association a trois objectifs principaux. C'est encourager donc l'engagement citoyen, créer du lien entre tous les jeunes élus et susciter la réflexion politique. Et sur la partie création de liens, c'est vrai que c'est judicieux. On essaye de créer aussi un réseau un peu plus large à l'échelle européenne. Donc, grâce à la connaissance aussi qu'on peut parfaire de l'Union européenne. Donc, voilà, on essaye de mettre ça en place. Peut-être Raphaël pourra compléter le propos là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que l'idée du partenariat qu'on a aujourd'hui avec vous, c'est vraiment d'encourager, d'améliorer la connaissance de l'ensemble des jeunes élus sur l'Union européenne, sur les sujets européens, pour pouvoir s'approprier au mieux les outils et les utiliser de manière plus efficiente. Voilà. Merci beaucoup. Et ben justement, pour continuer, après ce côté du pourquoi ce webinaire, je vous propose de directement passer dans le comment. Quels sont les interlocuteurs sur lesquels on peut s'appuyer pour justement pouvoir travailler sur cet engagement européen au sein des collectivités, pour pouvoir développer l'information, pour pouvoir être accompagné. Et bien entendu, des aspects qui sont bien souvent particulièrement importants pour les collectivités, c'est la question des financements pour les projets locaux.
Là-dessus, il y a bien entendu différents interlocuteurs. On pensera notamment aux conseils régionaux qui sont vraiment qui font bien souvent la référence pour notamment le FEDER. Mais il y a bien entendu plus large et au niveau national, c'est la NCT qui pourra vous donner un panorama général des possibilités et des financements. Et pour parler de ça, eh ben, je vous propose de laisser la parole à Valérie Pouget. Merci beaucoup. Merci Tanguy. Bonjour à tous. Valérie Pouget, je travaille à l'Agence nationale de la cohésion des territoires et je vais vous parler aujourd'hui de fonds européens à destination des territoires, principalement gérés par les régions françaises. C'est vraiment les trois choses à retenir. Si même il y a une chose à retenir de cette intervention, c'est que les régions gèrent à proximité de vous, sur les territoires, une enveloppe qui aujourd'hui est de 18 milliards d'euros pour la programmation 2021-2027. Et je vous propose qu'on prenne entre 5 et 10 minutes pour parler de cette politique de cohésion. La page à l'écran vous montre que la politique de cohésion, c'est la deuxième politique de l'Union européenne en termes de volume financier. Elle fait quasiment jeu égal avec la politique agricole commune. Donc là, c'est ce qui est en vert à l'écran, tout en haut à gauche. Et donc, pour la France, comme je vous le disais, on a une enveloppe de 18 milliards d'euros. À quoi servent ces 18 milliards d'euros? Je vous propose qu'on le voit sur la page suivante. Les 18 milliards d'euros pour la France pour la période 2021-2027 sont répartis en plusieurs fonds. Je vais vous dire des acronymes que vous entendez souvent. Le FEDER, c'est 9 milliards pour la France. Cette enveloppe, elle est 100% gérée par les régions françaises qui, avec cet argent, vont financer du projet local, vont financer tout ce qui est compétitivité, innovation, transition énergétique, protection de la biodiversité, etc. Mais on va passer un peu de temps sur les thématiques. Bref, 9 milliards sur le FEDER, 100% géré par les régions françaises. À l'écran, vous voyez en dessous un second fonds qui s'appelle le FSE+, Fonds social européen, qui lui est géré en grande partie par le ministère du Travail et aussi par les régions, pour l'aspect uniquement formation professionnelle. Bref, il y a 6,7 milliards à destination plutôt des personnes. On va être sur de l'insertion, de l'inclusion sociale, de la formation professionnelle et de l'inclusion au marché de l'emploi. Et dernier fonds, plus anecdotique, le fonds pour une transition juste. Je vais vraiment vous en dire deux mots parce que ça ne correspond qu'à 6% du territoire hexagonal. En gros, la France a 1 milliard pour décarboner son industrie dans des territoires super émetteurs de CO2, style Dunkerque ou Fos-sur-Mer. Voilà. En tout cas, on a ces 18 milliards qui sont principalement gérés au niveau local et qui ont vocation à financer une Europe plus intelligente, plus forte, plus proche des citoyens, etc. Et pourquoi je prends la parole aujourd'hui, moi, la NCT, je ne suis pas les régions, vous l'avez bien compris, parce que nous, on est un peu assembliés de tout ça. On est ce qu'on appelle une autorité de coordination. Bref, en gros, c'est qu'on va aller un peu négocier à Bruxelles ce qu'on va avoir le droit de faire avec cette enveloppe et on accompagne les régions à dépenser cet argent en temps, en heures et surtout selon les règles de l'art. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qui se fait sur l'entièreté du territoire national. Je vous propose qu'on passe à la page de présentation suivante, juste pour vous parler des régions. Vous le savez peut-être sûrement autour de la table, alors on va le passer en 1 minute, mais les régions, il faut penser qu'elles ont deux porte-monnaies. Elles ont le porte-monnaie avec les crédits régionaux, où dès qu'un euro est engagé, c'est voté dans l'hémicycle, les petits élus qui lèvent la main et qui votent. Et elle a un deuxième porte-monnaie, c'est cet argent européen, ce FEDER, cette partie du FSE, qui a vocation à rayonner sur les territoires, voilà, à être investi. Et en général, on ne passe pas devant l'hémicycle, c'est une logique totalement différente. Donc, des fois, vous connaissez des agents dans les services de développement économique, déchets, etc. Mais sachez qu'il y a aussi des gens qui travaillent dans la direction des affaires européennes, etc. Il y a souvent deux hémisphères dans le cerveau régional. Je vous propose qu'on passe à la page suivante pour un peu découper ce que fait cette enveloppe de 18 milliards d'euros pour le territoire français pour 2021-2027. D'ailleurs, on est déjà en 2025. Une partie des fonds ont déjà été quasiment tout programmés ou tout consommés et certaines régions vont arrêter de lancer des appels à projets pour financer certains projets parce qu'elles ont tout dépensé. Ça a eu un succès assez fou. En tout cas, pour vous parler de ce camembert et de cette décomposition des fonds,
La plus grosse partie de l'enveloppe, elle va vers une Europe sociale. Donc, c'est ce que je vous présentais dans la page précédente. Tout ce qui est formation, inclusion, compétences, insertion professionnelle, lutte contre la pauvreté et santé. Géré sur les territoires par les DRETS pour toutes ces thématiques-là et la région qui suit la formation professionnelle. En orange, alors il y a du FEDER géré par les préfectures de région, je le vois dans le chat. Oui, il y a du FEDER géré dans les préfectures de région, uniquement en Guadeloupe pour Saint-Martin et uniquement à Mayotte. Merci pour ces petites exceptions françaises d'avoir rappelé cette différence de traitement. Sinon, le FEDER, en effet, n'est plus géré par les préfectures depuis 2013. Revenons à notre page de présentation. Ce qu'il y a en orange à l'écran, une Europe plus intelligente. Bref, la France a 3,5 milliards pour financer tout ce qui est recherche, développement, innovation, compétitivité des entreprises. Après, l'Europe, elle met le paquet sur tout ce qui est transition verte. Donc, il y a une grosse enveloppe sur tout ce qui va être efficacité énergétique, énergie renouvelable, biodiversité, mobilité urbaine durable. Il y a 1 milliard qui est sur une Europe plus proche des citoyens. Donc, l'idée, c'est de pouvoir donner au niveau EPCI, métropole, des petites enveloppes réservataires dans lesquelles les territoires vont pouvoir piocher en vue de finalement développer leur stratégie territoriale intégrée. Bref, le schéma local, on se sert des fonds européens pour financer les îlots de fraîcheur, le tiers-lieu, etc. Voilà, c'est ce qui est en bleu foncé à l'écran. La transition juste en vert à l'écran, en vert clair, c'est de la décarbonation des territoires, pour le dire court. Et une Europe plus connectée, c'est tout ce qui va être infrastructure et c'est plutôt réservé aux collectivités d'outre-mer. Passons thématique par thématique si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'on fait avec... pardon, on va faire une petite répartition territoriale des enveloppes. Vous aurez le temps de revenir plus posément, mais sachez que les plus gros pourvoyeurs, ceux où il y avait des plus gros besoins financiers, c'est le territoire de la Réunion où il y a 1,5 milliard de fonds européens ou en Hauts-de-France. En tout cas, ces enveloppes-là, elles sont en fonction de la pauvreté, du niveau d'inclusion, du PIB par tête, etc. La répartition financière entre chaque territoire, elle se fait selon cette règle de calcul. Et dernier mot pour vous dire que les Outre-mer ont 1/3 de l'enveloppe de la politique de cohésion, donc 1/3 des 18 milliards. Je vous propose qu'on passe à la page suivante. Une Europe plus intelligente. Que font les régions avec le FEDER? Elles vont financer tout ce qui est recherche et innovation. Bref, en gros, du projet individuel porté par une entreprise qui va vouloir innover, développer une innovation. Ou ça peut être du projet collaboratif. Un laboratoire, une PME, une grande entreprise qui vont se mettre ensemble et faire un projet commun. Elles peuvent solliciter des fonds européens pour cette maturation technologique. Le FEDER sert aussi à financer du développement classique, du développement de la compétitivité. Je veux étendre mon activité, je veux acheter un terrain, je veux bâtir un bâtiment de stockage pour mon activité professionnelle. Du FEDER peut être mobilisé pour des projets locaux portés par des entreprises. Ça peut aussi être des projets d'économie locale, d'économie du centre-ville, si je peux le dire. Une librairie, un boucher, un maçon qui s'installe, il pourra solliciter des fonds européens, surtout via les réseaux des prêts à taux zéro, initiatives au niveau local qui sont soutenues en grande partie par des fonds européens sur les territoires. Bref, il y a de la grosse entreprise, mais il y a aussi du tout petit projet local. Et pour finir sur cette page de présentation, après on passera à la suivante, le FEDER permet aussi de financer la numérisation des entreprises et de la numérisation aussi dans tout ce qui va être service public. Je vous propose qu'on parle un petit peu de FEDER et de transition écologique. Il y a 3,4 milliards d'euros que les régions ont choisi de mettre au service des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, donc ça peut être de la rénovation de logements social ou de logements abordables. Ça peut être aussi de l'efficacité énergétique dans du bâtiment public. Ça peut être aussi de la consolidation de réseaux de chaleur. Mais aussi, ça va être tout ce qui est gestion de l'eau, gestion des ressources, gestion des déchets, etc. Les régions flèchent ce type de thématique.
Je vous propose qu'on passe à la page de présentation suivante pour vous parler rapidement de l'Europe sociale. Donc, la formation professionnelle, les régions, elles se servent de cette enveloppe violette pour financer la formation professionnelle et les organismes de formation professionnelle, les OPCO, par exemple. Voilà. Et au niveau local, les DRED s'en servent pour tout ce qui est lutter contre la pauvreté, inclusion, emploi, insertion, innovation sociale, petite création d'entreprise aussi, dans le cadre quand c'est des demandeurs d'emploi, etc. Donc là, en fait, on est plutôt dans une grosse machinerie, c'est-à-dire que les fonds européens vont aller vers Pôle emploi, vont aller vers les missions locales. C'est des structures au niveau local qui sont financées avec des fonds européens. Je vous propose qu'on passe à cette page de présentation qui sera la dernière, je crois, sur les aspects thématiques, pour vous dire que certaines régions ont fait le choix audacieux de déléguer une partie des fonds européens au territoire. Elles confient des petites enveloppes au niveau communauté de communes, communauté urbaine, métropole ou massif des Pyrénées, massif du Jura, des petites enveloppes dans lesquelles les territoires vont venir piocher durant la période de programmation 2021-2027 pour financer du tiers-lieu, de la rénovation urbaine, de l'aménagement de sorties de gare, de l'aménagement de trames vertes, de la rénovation d'espaces touristiques, etc. Voilà, il faut juste que les territoires ils prouvent qu'ils ont une vraie petite stratégie qu'ils ont adoptée au niveau local et les régions peuvent mettre des fonds européens sur ces projets-là et sur cette logique-là. Je vous propose qu'on passe à la page suivante. Si on a quelques minutes, on peut passer en revue des exemples de projets. En tout cas, allez-y Tanguy. Alors j'allais vous dire, effectivement, on a de la demande en plus pour quelques exemples, donc je vous propose d'en donner quelques-uns pour permettre d'avoir une vision d'ensemble du champ possible là-dessus. Bon, super. On va parler alors un peu de concret. Je vais arrêter de parler de choses stratosphériques. En tout cas, avant de commencer la liste des projets, vous verrez dans le diaporama, on vous a mis en contact toutes les régions et le site internet de chaque région vers son enveloppe de fonds européens où elle explique ce qu'elle va faire avec, où elle présente ses appels à projets. En général, les régions, elles font soit des appels à projets, soit on peut déposer des projets au fil de l'eau. Bref, vous verrez tout ça à la fin du diaporama. Je vous propose qu'on passe assez vite sur les projets de développement économique pour se dire un peu plus sur des projets locaux, d'aménagement local. En tout cas, les fonds européens et le FEDER servent à financer de l'implantation d'entreprises, de l'ancrage et de l'extension. J'ai essayé de vous prendre des exemples un peu partout. Donc, la première dans les Pyrénées-Atlantiques, il me semble que c'est quelqu'un qui faisait un entrepreneur qui faisait de la bière, qui faisait du brassage, une activité de brassage. Et en tout cas, les fonds européens ont été mobilisés ici sur un gros projet à 2 millions d'euros, à hauteur de 800 000 euros, pour de l'investissement dans la structure et dans la ligne de production. Donc, en fait, ça permet à une entreprise de rester au niveau local et dans la commune dans laquelle elle est ancrée, en mobilisant les fonds européens. Le deuxième exemple, c'était plutôt une extension en Corrèze, à Rosé, dans la banlieue de Brive, si je peux le dire comme ça. Sur un projet à 3 millions d'euros, il y a 900 000 euros de FEDER qui ont été mobilisés pour une chambre froide pour le stockage des activités de pomiculture, donc des pommes pour la Golden du Limousin. Donc, on est toujours sur un outil d'ancrage local et d'extension. Et le dernier, c'était pour vous montrer que le FEDER, c'est plutôt un outil, des fois, d'implantation. Donc là, à côté de Fos-sur-Mer, un grand nom de la chimie, de biosolvants qui s'installe, et qui est une entreprise innovante qui s'installe sur le foncier à Fos-sur-Mer, sur un projet à 23 millions d'euros, donc palette financière super différente, où 9 millions d'euros de fonds européens ont été mobilisés pour la grosse implantation de cette entreprise sur le territoire bucco-rhonadia. Je vous propose qu'on passe à d'autres exemples, les investissements productifs. Tout ça pour vous dire que très simplement, on va acheter de la machine. On va permettre avec des fonds européens d'acheter de la machine, de l'équipement au niveau local. Sur des projets très différents, on peut mobiliser jusqu'à 2,5 millions d'euros dans le premier exemple qu'on a en haut de l'écran, mais aussi des fonds de façon plus modeste. Il y a un projet à La Réunion, en bas de la page de diaporama,
sur de la fabrication de matériel médico-chirurgical où il y a 12 000 euros de FEDER qui ont été mobilisés sur un projet à 50 000 euros. Donc voilà, on a une palette financière super large dans l'intervention des fonds européens. Sur du soutien à l'innovation, pareil, on peut financer de l'innovation des procédés ou du projet collaboratif, donc des labos, des PME, voire des grandes entreprises. Pour ce dernier exemple, c'est un peu ce qu'il y a en bas de l'écran, où c'est une école d'ingénieurs qui s'est mis avec une PME pour développer des drones pour la prévention des incendies. Donc voilà, typiquement le type de projet qui peut être soutenu au niveau local avec un intérêt même indirect pour la prévention des incendies au niveau territorial et local. Je propose qu'on aille un petit peu sur des projets de transition verte pour vous dire que les fonds européens peuvent être mobilisés aussi pour de l'économie circulaire et pour le développement de projets pour limiter les déchets. Là, en l'occurrence, c'est un projet industriel pour de l'emploi de matériaux composites, le recyclage de fibres, etc., pour des nouveaux usages, notamment industriels, où on a une mobilisation de FEDER sur un projet à 200 000 euros de 200 000 euros. Et pour vous mentionner un plus gros projet, vous connaissez sûrement l'industriel Atlantique. Chez vous, c'est peut-être des radiateurs ou des chauffe-eau. Voilà. En tout cas, en Hauts-de-France, il y a un gros projet d'éco-conception. En tout cas, pour vous la dire courte sur ce projet, c'est qu'il y avait des pompes à chaleur qui sont vues mises au rebut parce qu'on avait des pompes à chaleur à 1 euro avec l'argent de l'État. Et ils ont récupéré le rebut de finalement pompes à chaleur qui fonctionnaient encore. Et ils ont, par un système de récupération des pièces et de réparation et d'optimisation, amélioré voilà, ces pièces existantes qui auraient pu finir à la poubelle. Est-ce qu'on a encore le temps, Tanguy, pour des petits projets locaux ou je passe la parole? On peut essayer d'en faire un ou deux derniers, et puis au moins on va ensuite sur les contacts en région peut-être. Allez, pour vous dire que des écoles d'ingénieurs ont été financées, là l'exemple de Clermont-Ferrand et aussi l'exemple de Poitiers. Je vous propose qu'on aille à la page suivante pour vous dire également qu'il y a de la requalification et de l'aménagement de bourgs en ville moyenne. On a l'exemple de Florange, mais aussi un autre exemple à Alençon à l'écran, où les collectivités ont pu mobiliser du FEDER pour le déploiement, de valoriser l'image d'un quartier, la réfection de places, de choses comme ça. Je vous propose qu'on passe à la page de diaporama suivante pour vous dire qu'aussi les fonds européens servent à financer des îlots de fraîcheur en ville. Je vous l'avais mentionné parmi les exemples. Et là, à l'écran, vous avez le lien vers tous les sites internet de toutes les régions pour savoir voilà, s'il y a des appels à projets en cours, voir ce qui a été financé auparavant, si vous voulez des exemples de projets pour vous ouvrir les chakras. Et vous avez les contacts de toutes les personnes qui gèrent les fonds européens sur les territoires. Vous vous souvenez, c'est un des deux hémicycles de la région, des deux hémisphères de la région. Voilà, vous avez en tout cas les contacts des services Europe des régions françaises. Merci énormément pour cette présentation et ce panorama des financements qui sont disponibles pour des projets locaux. Alors, pas d'inquiétude pour les participants et les participantes. Cette liste des contacts, vous la retrouvez ensuite dans les slides qui seront diffusés suite au webinaire, où vous retrouvez tous les contacts ainsi qu'une fiche pratique sur laquelle on vous proposera aussi un petit panorama un petit peu large de tous les interlocuteurs. Alors, on a évoqué des financements qui sont principalement pour des ambitions locales, pour soutenir des projets de territoire, mais il existe aussi des financements qui visent généralement à mener des coopérations à l'étranger, mais pas que. Ces financements, à travers les programmes sectoriels, on va retrouver de nombreux interlocuteurs. Il s'agit généralement des points de contact nationaux. Ça va pouvoir, par exemple, financer des projets liés à la citoyenneté, à la défense des droits, par exemple, dans le cadre du programme CERV, Citoyens, Égalité, Droits et Valeurs, des programmes dans le domaine culturel avec Europe Créative et son point de contact national Relais Culture Europe en France,
les questions environnementales avec Life+, les questions d'innovation et de recherche avec Horizon Europe. Alors vous inquiétez pas, tous ces interlocuteurs, on vous les mettra dans une fiche par la suite, mais on vous propose d'avoir un exemple des points de contact nationaux sur ces différents projets, sur ces différents programmes, en proposant à l'agence Erasmus+ France Éducation et Formation de nous présenter un petit panorama des actions pertinentes. Et pour cela, je laisse la parole à Marielle Gaudin. Merci beaucoup Tanguy. Est-ce que je peux partager mon écran du coup? Alors, c'est parti. Hop. Voilà, je vous laisse me dire si, évidemment, C'est je suis parfait. au bon endroit. Je reprends depuis le début. Voilà. Bon, déjà, c'est vrai que peut-être que pour la plupart d'entre vous, Erasmus+, c'est un programme pour les étudiants. Donc, c'est vrai, c'est pour les étudiants, mais pas que pour les étudiants. Et c'est ça que je voulais un petit peu vous expliquer aujourd'hui. Déjà, vous donner le panorama des collectivités territoriales dans le programme Erasmus+, qui sont déjà donc présentes. Donc, sur 366 candidatures déposées, c'est 109 collectivités aujourd'hui qui bénéficient des fonds Erasmus+ pour leur commune, pour environ 274 projets financés. Vous avez un petit peu la répartition aujourd'hui. Donc, ça peut être des toutes petites communes, hein, comme des régions ou des départements ou des communautés de communes, pour une distribution de fonds d'environ 33,6 millions d'euros. Donc, ça, c'est peut-être une notion que vous n'aviez pas. Donc, Erasmus+, c'est un instrument financier, un outil financier pour vous, pour répondre à des politiques publiques. Pour ça, il faut être en lien avec les priorités du programme Erasmus+, mais bon, à écouter la NCT juste avant moi et à vous écouter au quotidien, ce sont les préoccupations voilà, de transition aujourd'hui connues de tous. Donc, il y a bien sûr l'inclusion et la diversité, l'éducation numérique, le développement durable, la lutte contre le changement climatique, et puis la participation à la vie démocratique et l'engagement civique. Ça, pour déposer un projet auprès de l'agence Erasmus+, il faut rentrer dans une de ces priorités, mais qui, vous le voyez, couvrent un territoire assez large. Donc, ça peut être un instrument financier pour répondre à une problématique de votre collectivité. Ça peut accompagner également le développement économique ou l'attractivité de votre territoire. Et puis, ça favorise également le développement professionnel, les compétences, l'ouverture interculturelle, l'égalité des chances, puisque quand même derrière Erasmus+, ce qu'on connaît tous, c'est qu'il y a une notion d'apprentissage. L'idée de se tourner vers l'Europe, c'est pour apprendre quelque chose. Donc, dans le programme Erasmus+, je vous ai parlé des priorités. Mais on rentre dans le programme Erasmus+, pas par une priorité, il faut qu'elle soit présente bien sûr, mais on rentre par un secteur. Ça, c'est une mécanique qu'il faut un petit peu découvrir, mais on est là pour vous expliquer. Et c'est un secteur qui se définit en fonction de à qui vous voulez que profite ce projet. Si le public cible de votre projet dans votre commune, c'est les enfants scolarisés, alors ça sera le secteur d'enseignement scolaire. Si ça va être le développement des compétences des adultes au travers de tiers-lieux, ça va être l'éducation des adultes. Si c'est le sport, ça va être le sport. Enfin voilà, on rentre par secteur, on appelle nous des secteurs éducatifs. Pour essayer d'être plus concrète, je vous ai mis ici, enfin je vous fournirai le lien après, et en cliquant sur le petit carré bleu en dessous, c'est un recueil de projets qui illustre tout secteur confondu, ce que font les collectivités dans Erasmus+. Donc vous avez des exemples de projets vraiment très concrets, je vous inviterai à aller regarder ici le recueil. Alors, comment on accompagne un petit peu alors, peut-être je peux quand même vous donner avant quelques exemples concrets. Je ne vais pas vous dérouler les 109 collectivités, mais par exemple, il y a un projet de mobilité de la ville de Billère, qui est dans le 64, qui s'appelle Tomorrow is Built Today, qui vise à renforcer les compétences des élus et des agents de la commune, avec des rencontres avec leurs villes jumelles, qui sont Petersberg en Allemagne et, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, mais Sabignanigo en Espagne. Donc l'objectif, c'est de mieux connaître les 17 objectifs de développement durable et d'essayer de pouvoir atteindre et de créer des actions pour atteindre ces objectifs. Donc, en collaborant, en se rencontrant avec les élus et les agents des villes jumelles, en faisant des ateliers de travail, ils ont réussi à créer une campagne de communication à décliner dans leurs 3 villes sur les objectifs et comment les atteindre. Voilà, c'est un exemple. Il y a un autre exemple donc un peu toujours dans le sud-ouest, c'est un hasard, mais parce que c'est un peu sur tout le territoire, bien sûr. C'est le conseil de développement du pays du bassin d'Arcachon. Donc, c'est 3 communautés de communes
Là, ils ont également un projet de mobilité. Mobilité, nous, ça veut dire on part dans un pays étranger pour se former. Là, ce sont des rencontres de 3 jours avec des correspondants de collectivités bruxelloises pour en savoir plus sur les fonds européens et être capable de se saisir après soi-même dans sa commune de fonds européens. Donc là, c'est monter en compétence sur les fonds européens et pouvoir développer ensuite ses candidatures au sein de sa collectivité. Je voyais tout à l'heure dans le chat une remarque sur le fait que ça concerne que des gros projets. Dans Erasmus+, en fait, on part toujours de votre besoin. Donc, si votre besoin, c'est d'aller former 2 élus ou 2 agents à l'étranger, ben voilà, vous demandez une toute petite enveloppe pour un besoin qui est petit. Si après, vous avez des projets de coopération qui vont jusqu'à 400 000 €, des projets, tout dépend de l'objectif. Il y a vraiment, donc on a des grosses métropoles comme des toutes petites communes qui sont dans Erasmus et il n'y a pas de sélection à partir de là. C'est vraiment une notion d'accessibilité, quelle que soit la taille du projet. Et vous voyez quand même, je ne sais pas si je suis peut-être passée un peu vite sur la première slide, mais on fonctionne par appel à proposition. Donc, tous les ans, il y a aux alentours de février, un appel à proposition auquel on candidate. Alors, sur certains fonds, on a des tensions un peu plus fortes que sur certains secteurs que sur d'autres. Mais à 75%, une collectivité territoriale qui dépose un projet obtient ses financements. Donc, voilà, c'est encouragé. Et pour ça, justement, l'agence met à disposition tout un accompagnement sur mesure. Donc, vous avez des exemples déjà pour vous inspirer de collectivités qui ont déjà déposé des projets, un dépliant pour vous rappeler un petit peu les caractéristiques, enfin ce qui est offert, ce qui est possible dans le programme Erasmus+, des formations et puis plein de sessions qu'on organise ici à l'agence pour vous accompagner dans le déroulé de votre candidature, de votre projet. Je prends l'exemple au sein de l'agence éducation formation, il y a le secteur de l'éducation des adultes, donc c'est la formation, l'insertion, l'accès au droit, enfin, c'est extrêmement varié comme thématique, mais sur ce secteur en particulier, on a aujourd'hui sur le fait de faire des actions de mobilité, plus de financement européen que ce qu'on nous demande, tout simplement parce que c'est le volet d'Erasmus qui est peut-être le plus méconnu. On ne sait pas qu'on peut demander des fonds pour aller développer les compétences avec un public cible final qui est les adultes de vos collectivités. Et bien pour vous accompagner, on a des webinaires de présentation précis de ce qu'est cette action, qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur. Ça, c'est tous les trimestres. On a tous les mois des sessions de questions-réponses auxquelles vous pouvez vous connecter, poser vos questions. Je voudrais faire tel projet, est-ce que ça rentre? Il faut mieux que je mette telle cible. Enfin, voilà, on vous accompagne dans le montage. Et puis des sessions aussi. Là, cette année, c'est dans 11 villes, un petit peu au travers la France. C'est la semaine prochaine, où on accompagne une journée entière des candidats qui ont envie de porter des projets de leur idée de projet, comment le faire rentrer dans une candidature Erasmus+. Voilà, et tout un tas d'accompagnements comme ça tout au long de l'année pour vraiment vous aider à accéder à ces fonds. Voilà, on a également des relais sur le territoire, donc un réseau qu'on appelle les développeurs, auquel vous pouvez, il y a une carte qui est disponible sur notre site internet pour vous faire aider plus localement. Vous avez également pour le volet jeunesse et sport les REJ dans les régions, les responsables Europe et international jeunesse, auxquels vous pouvez vous référer pour excusez-moi, j'ai pas coupé mes notifications. Hop, auxquels vous pouvez vous référer pour votre montage de projet. Et puis, on a développé avec le CNAFPT des formations spécifiques Erasmus+, comment monter un projet et comment gérer financièrement un projet Erasmus+. Donc voilà, là, vous avez un petit panel de comment l'agence vous accompagne. Et en tout cas, sur le type de projet, c'est vraiment très variable en termes d'ampleur plutôt, et en fonction de vos problématiques, ce que vous voulez faire sur votre territoire. Voilà. Je vous ai mis ici, pareil, vous l'aurez à disposition, les coordonnées mail. Donc là, c'est vraiment les agents directement derrière ces boîtes mail sur les différents secteurs. Donc c'est pareil, des fois, vous savez peut-être pas trop. Mais moi, j'ai tel projet, j'ai l'impression que c'est du scolaire, mais en fait, voilà, on vous expliquera si c'est bien du scolaire ou si ça va sur un autre secteur. On est tous au même endroit, donc on se parle, il n'y a pas de problème. Et puis, vous avez également, puisque le programme Erasmus, c'est un seul programme,
mais en France, il est géré par 2 agences, donc une agence Erasmus+ éducation formation avec les 4 premiers secteurs éducatifs et une autre agence avec le volet jeunesse et sport et le corps européen de solidarité. Mais bon, on travaille tout en synergie, hein. Le recueil des projets, d'ailleurs, c'est un recueil de projets qui est tous les secteurs, y compris jeunesse et sport, et l'accompagnement aussi. Et on a justement pour à notre niveau, mieux travailler vous, cette cible des collectivités territoriales qui sont peut-être spontanément plus éloignées des fonds Erasmus+. On a créé tout un groupe de travail avec plein de collectivités pour un peu mieux cibler vos attentes, mieux connaître vos besoins et pouvoir mieux répondre à ce que vous pouvez avoir envie de développer. Voilà, vous m'avez donné 5 minutes. Je ne sais pas si j'ai respecté le timing, mais Merci beaucoup. Ouais, voilà. c'était très, très intéressant. Et effectivement, vous avez commencé en l'évoquant, mais contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, Erasmus+, ce ne sont pas que des projets pour des étudiants et ou pour des stagiaires. Ce sont des dispositifs qui sont très, très variés. On a d'ailleurs organisé ensemble un webinaire sur Erasmus+ pour les agents des collectivités territoriales. Donc c'est vraiment un panorama très large qui est très intéressant et bien entendu le nombre d'interlocuteurs sur les différents projets. On a aujourd'hui évoqué Erasmus+, mais on aurait pu citer aussi les autres programmes est très, très large. Il y a de nombreuses possibilités. Et on le voit un petit peu dans le chat, hein, on nous demande comment trouver des partenaires, comment sur différents types de projets. Les collectivités peuvent parfois se sentir un petit peu perdues ou en tout cas avoir besoin d'un accompagnement plus local pour comprendre vers qui se diriger, quels peuvent être les interlocuteurs de référence, parfois même au niveau véritablement local pour commencer à lancer une démarche sur leur territoire. Et pour cela, il y a des interlocuteurs qui sont justement pertinents. Et je vais proposer à Mikhail Togdemir de prendre la parole ensuite, justement, pour nous présenter ces interlocuteurs qui ont été brièvement mentionnés d'ailleurs dans le chat. On nous a parlé des maisons de l'Europe. Et pour nous, on a ce réseau Europe Direct, réseau de 49 centres actuellement, partout en France pour vous accompagner sur ces questions. Mikhail, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis directeur de la Maison d'Europe de l'Eure, qui est un centre Europe Direct à Évreux. Et j'ai la responsabilité aujourd'hui de représenter le réseau Europe Direct, comme l'a dit Tanguy, avec 49 centres. Alors, pourquoi c'est moi aujourd'hui? Parce qu'en mai dernier, j'ai accompagné un groupe de l'AGF à Bruxelles pour une visite sur 2 jours. Voilà, c'est dit pourquoi pas continuer un peu cet échange avec d'autres élus grâce à ce webinaire. Et je vais vous présenter très rapidement le rôle et le fonctionnement des centres Europe Direct, parce que au niveau local, si vous voulez travailler sur les questions européennes ou même parfois internationales, vous pouvez compter sur les centres Europe Direct qui seront capables de vous aiguiller, de vous aider sur tous ces sujets-là. On a vraiment un rôle d'accompagnement la citoyenneté du public, de nos différents publics, puisqu'on a un large panel de publics. On va aller jusqu'à... Moi, par exemple, dans mon centre, j'ai pu aller sur des animations auprès d'enfants tout petits jusqu'à pas d'âge, jusqu'à dans des universités ou dans des entreprises. Enfin, voilà. Le panel est très très large. On va vraiment parler de citoyenneté européenne à tous les citoyens auxquels on peut accéder, et on essaie d'aller vraiment sur tous les types de territoires avec tellement d'animations différentes et d'interventions différentes. En gros, on essaie de faire bien comprendre le fonctionnement des institutions européennes aux citoyens, ce qui est ultra important, évidemment, tous les 5 ans, mais pas que, parce que l'Europe, l'Union européenne intervient de plus en plus dans notre quotidien et dans des aspects dont certains citoyens n'imaginent même pas. Donc, il faut aller faire de la pédagogie le plus possible dans nos territoires. Ensuite, on
on fait le lien aussi avec les institutions, puisque nous, on est des bureaux officiels de l'Union européenne dans les territoires. Donc, on est une première porte d'entrée pour les citoyens, pour vous les élus, pour les associations. Et ça permet d'avoir cet échange direct avec les institutions européennes. Et donc, nous, par exemple, on fait, on est censé le faire quand on a le temps et quand on a la possibilité de faire remonter ce qui se passe sur les territoires, dans nos collectivités, ce qui se passe au niveau vraiment proche des citoyens. On le fait remonter aux institutions européennes et on a un lien direct avec les institutions. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée très importante pour les citoyens. Mais pas que, comme je disais, on ne fait pas que de la pédagogie pour parler des institutions européennes, mais on va aussi aider concrètement des associations, parfois des collectivités à obtenir des fonds européens. On va pas, ça dépend de certains centres Europe Direct, mais on va être aussi un premier accueil, un premier conseiller pour vous guider dans tout ce qui est difficile quand même. Les fonds européens, c'est quand même pas très facile. Donc, on est là pour, on a une expertise qui vous permettra de vous guider dans ces questions-là. Et on va aussi faire, pour certains centres Europe Direct, de l'information à la mobilité européenne internationale pour les jeunes, mais encore plus loin, on va aider vraiment des jeunes à accéder à des programmes de mobilité grâce à certains centres qui sont, par exemple, structure lead du Corps européen de solidarité. Et donc, on envoie des jeunes à l'étranger grâce à du volontariat. Et c'est des choses, voilà, qui créent une dynamique de territoire dans les villes, on sent par exemple les régionales, dans la région, dans les départements. Et donc, on essaie vraiment d'apporter l'Europe au plus proche des citoyens. Je pense qu'on peut changer de slide. Donc, on est 49 centres. Là, vous voyez sur la carte la répartition, à savoir que cette répartition risque de changer là que nous avons un renouvellement des centres Europe Direct pour cette année. Là, les candidatures sont terminées et sont en train d'être étudiées. Donc, on verra quels seront les prochains centres en France et en Europe, puisqu'on est plus de 400 en Europe, et ce qui est une force pour vous aussi, puisqu'on a accès à un réseau de centres Europe Direct partout en Europe. Et donc, s'il y a besoin, je ne sais pas, d'un partenariat en Finlande, eh ben, on peut aussi vous faire la facilitation à ce niveau-là. On peut changer de slide. Du coup, je disais, on a vraiment une approche citoyenne. On est là pour être le plus proche possible, évidemment, des citoyens. Alors, attendez. Et donc, une de nos portes d'entrée les plus importantes, c'est aussi la jeunesse. Là où on voit bien un déficit d'information. Donc, si vous avez des politiques jeunesse dans vos communes, dans vos collectivités, vous pouvez très bien faire appel à nous. Et nous, on a beaucoup d'idées pour voilà, travailler sur les questions de citoyenneté et la jeunesse. On est très souvent aussi accompagné des associations, mais aussi on les accompagne pour leurs projets. Et puis, évidemment, on fait énormément d'actions pour le grand public. Je vous donnerai tout à l'heure des exemples types d'actions qu'on peut mener pour le grand public, notamment. Ensuite, on va aussi beaucoup dans les établissements scolaires, mais vraiment, alors, ça fait partie de notre quotidien. Comme je disais, on n'a pas vraiment d'âge spécifique, on a des outils pédagogiques pour tous les niveaux. Et donc, on n'hésite pas à aussi créer des outils avec les équipes pédagogiques. Donc, si vous êtes une commune et que vous voulez lancer des actions autour de l'Europe dans vos écoles, eh ben, vous pouvez faire appel à nous et on co-construit tous ensemble avec à disposition nos outils pour les citoyens européens. Et ensuite, on est aussi à votre disposition, vous les élus,
Si vous avez des idées, si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous aider. Ensuite, voilà, on a une expertise parce que être Europe Direct, ça ne se fait pas non plus facilement. Il y a vraiment des critères à respecter, des tâches, des missions à respecter pour l'Union européenne. Et donc, l'Union européenne veut avoir des experts de qualité sur le terrain qui peuvent vous aiguiller, vous conseiller euh, et faire en sorte que vous puissiez vraiment facilement accéder à l'Union européenne. Donc, on a cette expertise-là. Moi, notamment, j'ai fait des études européennes, puis ça fait 10 ans maintenant que je suis dans le bain européen. Euh, donc, euh, et mes collègues, certaines sont encore plus experts que moi. Et ce qui est intéressant aussi dans notre réseau, on est 4900 en France, mais on a aussi des spécificités selon les territoires, selon nos actions. Certains vont être très experts sur la ruralité, sur l'agriculture, d'autres sur la mobilité, la jeunesse, je ne sais pas, d'autres sur d'autres fonds, les droits fondamentaux, etc. Donc, même si nous, en tant que personne, moi, je n'ai pas la réponse à certaines de vos questions, je peux compter sur le réseau Europe Direct pour vous permettre d'avoir les bons interlocuteurs, les bonnes personnes qui peuvent vous guider sur ces questions-là. Si vous avez aussi des questions de jumelage, etc., on est là pour voilà, vous trouver aussi parfois, ce qui est intéressant, des fonds autres que pour l'Union européenne notamment. Euh, nos ressources, très rapidement, on a accès à un catalogue de documentation qu'on vous met à disposition gratuitement, qu'on donne parfois sur des forums, parfois dans les classes. Si vous faites un événement, on vient avec de la documentation et on donne de plus en plus. Bon, aujourd'hui, on essaie d'éviter de plus en plus de papier, mais ça reste quand même un bon vecteur de communication et d'information. Donc, on a quand même pas mal de ressources papier. Et après, on a beaucoup de ressources en ligne aussi. Donc, on est là pour vous les distribuer. Et en plus, c'est construit soit avec nos collègues, soit avec des équipes pédagogiques spécifiques dans toute l'Union européenne. Donc, vraiment, c'est de la documentation de qualité. Donc, faites appel à nous aussi pour cela. On a aussi des expositions, soit créées directement par la Commission européenne, soit par nous en tant que Centre Europe Direct. Il y a des groupes de travail spécifiques dans la création d'expositions. Soit on va faire des partenariats aussi avec d'autres structures européennes et on va avoir des expositions qui vont vous permettre de mieux comprendre l'Union européenne, toujours avec beaucoup de soins pédagogiques, avec parfois du ludique pour que ça soit le plus plaisant possible d'aller dans les questions européennes et de comprendre ces enjeux-là. Et ensuite, on va faire aussi des animations, j'en ai aussi parlé, mais vraiment, on crée parfois des choses sur mesure, des interventions, des animations. Ça nous est arrivé de créer, et encore aujourd'hui, il y a des Europe Direct qui en ont, des escape games, encore une fois, dans l'idée de rendre ça le plus ludique possible. Nous, à Évron, on avait créé par exemple un rallye dans le centre-ville et on a mis dans la boucle toutes les associations citoyennes du territoire et en même temps, on montrait comment l'Europe intervient sur pas mal de sujets. On va utiliser la culture. Ça nous est arrivé même de créer une pièce de théâtre de toute pièce avec une troupe pour parler de l'agriculture et de l'Europe. Voilà, c'est un panel infini. Plus on a euh, de personnes et plus les idées fusent. Et donc, n'hésitez pas à pousser la porte de votre centre Europe Direct et vous allez voir un catalogue de choses et d'activités qui vont permettre de parler de citoyenneté sur vos territoires, de citoyenneté européenne. Et voilà, pour terminer un peu ma présentation, on a des questions comme ça assez courantes qui reviennent, et donc on fait un petit focus dessus.
On nous demande souvent si on peut accompagner, par exemple, pour la création d'une fête de l'Europe, pour le 9 mai. Oui, on aide les collectivités à organiser leur propre fête de l'Europe. Et non pas que sur le 9 mai, on fait vraiment sur tout le mois, un joli mois de l'Europe. Pour vous dire, on est booké quasiment deux fois par jour au mois de mai. Donc, pas mal de choses. Est-ce qu'on intervient dans les établissements scolaires? Oui, on intervient quasi quotidiennement aussi. Euh, donc ensuite, une des questions qui revient souvent, c'est est-ce qu'on a des ressources pour les jumelages? Certains de nos centres Europe Direct animent même des comités de jumelage avec plusieurs comités rassemblés pour vraiment créer une dynamique sur le territoire et relancer un peu cette question des jumelages parfois voilà, c'est un peu vieillissant, donc il y a besoin de jeunesse et de fraîcheur et donc certains centres se lancent aussi dans cette aventure, donc n'hésitez pas à voir auprès de vos centres à vous. Et puis, est-ce qu'on intervient partout en France? Donc, on est 49 centres. On essaie de couvrir tout le territoire et puis plus de 400 centres en Europe pour vous aider du mieux qu'on peut à accéder aux questions européennes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce qu'on peut vous proposer en tant qu'Europe Direct. Et puis, bah, je suis ouvert aux questions et j'espère vous apporter des réponses concrètes. Merci. Merci beaucoup, Michael. Effectivement, le réseau Europe Direct, c'est un réseau protéiforme qui est présent un petit peu partout sur les territoires, qui peut vous accompagner, voire vous orienter lorsqu'il ne dispose pas des réponses ou des compétences pour une question en particulier. Il n'est pas tout seul, hein, mais c'est justement lui qui peut vous faire un petit peu le lien vers les autres réseaux d'information européens qui existent, que ce soit les Team Europe Direct, qui sont des experts thématiques, vers le réseau Eurodesk qu'on retrouve dans de nombreuses collectivités via les centres d'information jeunesse, mais aussi vers de nombreux autres sujets avec des réseaux un peu partout en France et en Europe. Parmi les réseaux, je vais essayer de faire assez rapidement, mais il y en a un qui nous intéresse aussi de notre côté assez particulièrement parce qu'il vous concerne directement, vous, collectivités et élus. C'est le réseau européen des élus locaux, sur lequel vous pourrez aussi retrouver et échanger des bonnes pratiques. Alors je sais, il s'ajoute à cette longue liste des réseaux, des associations qui sont présentes un peu partout en France, pour lesquelles on peut avoir des échanges, hein. Bien entendu, il y a des thématiques européennes au sein d'associations nationales telles que l'AMF, telles que la MRF, l'AGEF, bien entendu, à qui je redonnerai la parole un petit peu après. Il y a aussi des réseaux européens de collectivités sur différentes thématiques. Il y a des associations aussi dédiées à ces questions. J'ai vu dans le chat des discussions sur Leader France, hein, notamment sur le programme Leader, ou l'AFCCRE, l'Association française du Conseil des communes et des régions d'Europe. Mais là, je vous propose de vous parler très très brièvement d'un réseau qui est assez récent, hein, qui est issu de la fusion de deux réseaux, l'un de la Commission européenne, l'un du Comité européen des régions, le réseau européen des élus locaux. Pour le faire très brièvement, ce sont aujourd'hui à peu près 3000 membres un peu partout en Europe qui décident ensemble d'échanger, de dialoguer, d'essayer de porter des actions pour faire mieux comprendre ce qu'est l'Europe sur le territoire. Ils sont 219 membres en France et ils bénéficient de différentes activités. On a notamment eu assez récemment, et je vois que dans nos participants, il y a quelques-unes de ces personnes, on a eu une visite qui a été organisée spécifiquement à Bruxelles. Plusieurs des membres à ce titre étaient justement, plusieurs des participants sont membres de la GEF. Et plutôt que de vous faire une longue présentation sur ce sujet, eh ben, je vous propose de vous redonner un petit peu la parole à la GEF tout d'abord, et puis ensuite sur une discussion un petit peu plus ouverte. On va garder l'enregistrement pour ces premiers témoignages de la GEF. Ensuite, on le coupera pour échanger plus librement. Mais on va faire ce dernier temps sur l'engagement des élus au sein des réseaux. Et pour ça, avant de laisser la parole au chat, à qui je proposerai de lever la main pour prendre la parole, je propose à Raphaël Le Forestier et à Alexandre, si vous le souhaitez, de reprendre la parole pour témoigner un petit peu de cet engagement européen des élus locaux. C'est à vous. Oui, merci Tanguy. Bonjour à toutes et tous. Donc, Raphaël Le Forestier, conseiller municipal de la ville de Biarritz. Aujourd'hui, je représente le bureau Europe et international de l'Association des jeunes élus de France.
Donc, comme l'a dit mon camarade Alexandre, l'association rassemble les jeunes élus de 18 à 35 ans sur l'ensemble du territoire. Et à travers ce bureau Europe Internationale, nous avons pour vocation d'essayer de former les jeunes élus aux compétences et aux outils mis en place par les institutions européennes. Donc, je vais vous faire part un peu de mon retour d'expérience sur la mise en place de quelques projets à l'échelle locale et, et également quelques projets peut-être d'envergure un peu plus importante qui là demandent un travail de fond avec les différents acteurs, notamment les régions, qui nous permettent d'accéder à certains financements. Alexandre, veux-tu, avant que je commence mon petit retour d'expérience, non, c'est bon? Ok. Donc, très récemment, nous avons réussi à mettre en place les Erasmus Days. Donc, ça a duré sur 2 jours. On a travaillé en collaboration avec l'Europe Direct du département. L'idée, c'était de permettre aux jeunes lycéens de la ville de connaître un peu les différentes mobilités qu'il y avait mises à leur disposition hors cadre scolaire. Parce qu'il y a effectivement les mobilités Erasmus, comme on a pu le voir, mais il y a aussi les mobilités hors cadre scolaire. Ça a commencé par un atelier de mise en simulation pardon, des négociations entre différents chefs d'État. Donc, c'était les élèves qui prenaient part à cette pièce un peu théâtrale ou fictive de négociation. Et l'idée était d'avoir une sorte de simulation du Conseil de l'Union européenne où les jeunes ont pu négocier, comprendre ce qui se passait à l'échelle de l'Europe. Donc ça a été un outil qui a été très très bien apprécié par les élèves et également les enseignants, puisqu'ils l'ont intégré à une semaine de formation ou d'apprentissage autour des questions européennes. C'est un travail qui a été relativement facile à mettre en place, puisque les Europe Direct ont déjà les outils en main d'ateliers, ils ont déjà les réflexes, on va dire, pour travailler avec les lycées ou les services de la collectivité. Après, on a rencontré d'autres mises en place de projets, pardon, qui étaient plus complexes sur, dès que ça prend une envergure un peu plus importante, c'était peut-être un peu plus compliqué ou ça demandait plus de temps et plus d'investissement. Sur un sujet qui peut nous parler à certains qui sont proches des côtes, on a comme problématique à Biarritz la lutte contre l'érosion côtière. Et nous avons eu la chance ou la possibilité de bénéficier de fonds FEDER, justement, pour financer le coût des travaux à hauteur de 50 à 60%, je crois, du budget, ce qui représente une somme assez importante. Alors, j'ai plus les chiffres exacts ici en tête, mais sans ça, on n'aurait pas pu réussir à travailler au confortement de la côte de notre ville. Un autre projet qui était lié aussi au tourisme durable, c'est un projet POCTEFA en lien avec différents pays voisins. Donc, on avait l'Espagne et l'Andorre qui étaient joints à ce projet. Donc, l'idée, c'était de travailler à renforcer le tourisme durable autour de la pelote basque, et ce qui nous a permis de rénover nos infrastructures autour de la pelote sur ce mandat. Donc, on en est assez fiers. Donc, je vous invite à tous, élus ou acteurs de ce milieu, de vous tourner en premier lieu vers les Europe Direct, qui seront vos premiers interlocuteurs pour mettre en place des petits projets, euh, notamment liés à l'éducation ou de partenariat. Et puis, travailler avec les services. Alors, à l'échelle de Biarritz, nous avons travaillé à mettre en place un service de recherche de financement et notamment européen. Donc, on a recruté une personne à temps plein pour justement faire cette recherche de financement qui travaille directement avec les régions, avec les différents acteurs. Et on espère tendre à justement faciliter cette recherche de financement sur l'avenir. Je donnerai un petit dernier mot, enfin je dirais un dernier mot pour remercier donc tous les membres aujourd'hui qui sont présents, puisque ça fait un petit moment que nous travaillons à co-organiser ce webinaire. Donc la GEF en est très très fière.
de pouvoir participer, d'avoir pu être invité aussi à partager son retour d'expérience. On a, vous nous avez peut-être déjà entendu parler de nous, on travaille aussi à promouvoir l'engagement de la jeunesse dans la vie publique, notamment pas que les jeunes élus, puisque nous travaillons aussi à mobiliser les jeunes qui souhaitent s'engager en politique, notamment sur 2026 ou autre, et qui n'oseraient pas. Donc on leur partage notre expérience. On a monté un réseau Elzos qui est à destination des jeunes femmes qui souhaitent s'engager en politique, où on a un système de marrainage. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers nous. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux pour évidemment en parler davantage. Tanguy, je pense que pour ma part, j'ai à peu près tout dit dans ce temps imparti. Alexandre ou d'autres si sont présents. J'ai vu qu'il y en avait des membres de la GEF dans le chat. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si jamais vous voulez témoigner rapidement de votre retour d'expérience. Et de toute manière, je vous propose justement de conclure un petit peu le temps d'enregistrement en indiquant simplement, on va vous proposer de répondre à quelques-unes des questions. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui veulent poser leurs questions, à lever la main et à témoigner par la suite. Mais pour conclure un petit peu sur ce temps, sur cette volonté aussi de vous présenter les différents interlocuteurs qui sont à votre service, qui sont disponibles pour vous accompagner, vous orienter, pour vous aider à mettre en œuvre une démarche européenne, on va vous proposer une petite fiche pratique qui est à disposition sur notre site, sur laquelle vous retrouverez absolument tous les contacts qu'on a évoqués aujourd'hui ou ceux qu'on a brièvement mentionnés. Vous retrouverez aussi des exemples. Et je pense que le plus simple, si vous souhaitez en savoir plus, en 1 heure, c'est forcément un petit peu compliqué de faire un panorama complet, mais on vous donne rendez-vous au Salon des maires. Je sais que beaucoup d'entre vous seront sans doute présents sur cet événement. Et du 18 au 20 novembre, la place de l'Europe sera vraiment un espace qui sera dédié à tous ces interlocuteurs. La NCT, les agences Erasmus+, et agences du service civique, les centres Europe Direct, les élus membres de la GEF, les associations, les points de contact nationaux seront présents avec nous pendant les 2 jours et demi du stand pour justement pouvoir répondre à toutes vos questions et incarner cette volonté d'avoir des points de contact et des interlocuteurs sur le terrain. Je vous propose désormais, on va couper l'enregistrement, on va rester connecté pour celles et ceux qui le souhaitent et je vous propose de lever la main et puis en attendant, je vous propose d'essayer de répondre à quelques-unes des questions qui ont été posées tout au long du webinaire.